Donc bonjour à tous. On va commencer cette table ronde. Je vais vous laisser peut-être vous présenter un peu plus en détail si vous le souhaitez, pour commencer. Alors bonjour à tous, heureusement qu'on a des micros parce que ma voix est en train de s'éteindre. Jérémy Stevens, comme on m'a introduit, manager dans les équipes justement de Deloitte, vraiment 100% blockchain et Web3 depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et on accompagne justement nos clients sur on va dire, de façon transverse sur toutes les thématiques, audit, conseil, etc. Dès lors qu'il y a de la blockchain. Je pense qu'on rentrera plus dans le détail après, mais voilà. Merci. Pour ma part, Stanislas Barthélémy, je travaille donc chez KPMG, qui procède d'ailleurs de l'acquisition d'un petit cabinet qui s'appelait Blockchain Partner. Donc j'ai rejoint ces équipes et donc Alexandre Stachenko et Claire Balva en 2018. Et après, ce cabinet a été racheté par KPMG en 2021. Et pareil que Jérémy, on est une équipe qui traite entièrement des sujets blockchain et crypto. Et bonjour à tous, Alexandre Poser, donc je suis associé au sein du cabinet Forvis Mazars, donc responsable de la finance quantitative et également de la transversale Web3 au sein de ce cabinet. Parfait. Et donc William O'Rourke, avocat chez ORWL. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir du coup de modérer ce panel. Pour vous présenter un peu comment ça va se passer, en fait, le sujet, comme vous avez pu le constater, est assez large. Donc on en a profité pour, en préparant du coup ce panel, pour essayer de limiter, on va dire, un petit peu le champ d'intervention. On va évidemment se focaliser sur des aspects qui sont plutôt B2B. On va parler beaucoup notamment de services financiers, qui aujourd'hui représentent les principaux secteurs d'activité, mais ça, vous nous en direz plus. Et on va profiter d'avoir des représentants des Big Four pour parler des 2 ou 3 grands enjeux aujourd'hui que traverse le secteur, avec les yeux évidemment des sociétés de conseil et d'audit, avec des enjeux notamment de compliance, des enjeux réglementaires, et évidemment les retours d'expérience et comment les Big Four aujourd'hui travaillent avec le secteur crypto. Peut-être pour commencer et pour introduire le sujet, Alexandre, je te propose peut-être de commencer. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un rapide état des lieux aujourd'hui de la crypto dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Alors moi je le qualifierais en état des lieux d'assez hétérogène en fonction de nos clients. Chez nos clients, disons, historiques, l'adoption elle est quand même assez timide. On aura l'occasion d'y revenir, mais dans l'aspect réglementaire, il y a notamment 2 textes là, qui sont en cours de consultation, enfin un texte qui est en cours de consultation et un technical advice de l'EIOPA qui démontre sur l'aspect FS, je pense, l'état d'adoption du marché. Les assureurs aujourd'hui ont environ 10 trillions sous gestion. Il y a seulement 0,6 bips de ces actifs sous gestion qui sont de la crypto. Donc aujourd'hui, nos clients historiques sont quand même assez loin de ces sujets-là. En revanche, on a tout un tas d'acteurs, disons pure players, qui nous demandent un certain nombre de services assez transverses et pour lesquels on voit qu'il y a vraiment besoin d'accompagnement et besoin de nos services. Je pense notamment aux crypto exchange, je pense aux émetteurs de stablecoin, je pense à un certain nombre d'entreprises et notamment sur la partie cybersécurité, où on a énormément de demandes à l'international, notamment en Asie. Donc on voit qu'il y a un marché qui est là, mais qui est encore cantonné, je dirais, aux pure players, en tout cas du point de vue du cabinet dans lequel je suis. Et je ne sais pas si vous voulez en dire 2 mots également. Comme tu veux. Non, effectivement, je pense qu'on va tous rejoindre ton point que déjà tu as 2 typologies de clients, effectivement, les traditionnels, nos clients historiques, et les pure players. Ce qu'on peut aussi quand même dire, c'est qu'on le voit très bien, le marché de la blockchain, c'est quelque chose qui bouge énormément. Et en fait, on est obligé aussi d'évoluer énormément. Il y a des choses qu'on faisait il y a 6 mois qu'on fait plus aujourd'hui parce qu'il a fallu s'adapter, il y a encore énormément de choses qu'on fera dans 6 mois. Ce qui est certain, c'est qu'on vient souvent nous voir effectivement pour ces aspects effectivement ça peut être de la mise en conformité de cybersécurité. Mais il y a vraiment différentes typologies entre acteurs traditionnels et pure players, où en fait, j'aime dire que souvent on est un peu le lien entre les deux écosystèmes. C'est-à-dire qu'avec les pure players Web3, on va les aider à se mettre en conformité, à ticker des cases de cybersécurité, etc. pour être compliance avec l'écosystème traditionnel. Et l'écosystème traditionnel qui, lui, parfois, veut essayer de comprendre ce que c'est, peut peut-être voir est-ce que je peux développer mon activité là-dedans, et on va les aider à essayer de comprendre
à pouvoir potentiellement, et là j'en parlerai plus tard, à définir une stratégie dessus, à mettre en place une activité, etc. etc. Vraiment, on essaie de faire ce lien entre ces deux écosystèmes, ce bridge entre guillemets. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il est intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui, sur l'advisory, quand on analyse le marché français, européen, ceux qui sont bons, en fait, in fine, c'est les Big Four. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des demandes premières chez les acteurs crypto-natifs, dire j'ai besoin de me faire auditer, j'ai besoin de cyber. Ce qui fait que mécaniquement, il y a des équipes de ces Big Four qui ont commencé à se mettre au pas, comprendre le sous-jacent technologique, les histoires de Ethereum, Layer 2, etc. D'un point de vue audit, c'est pas anodin d'aller auditer une boîte dont il y a du stablecoin qui circule sur une solution, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il y a des histoires un peu différentes chez les Big Four. Il y en a qui sont plus audit, d'autres qui se sont construits par le conseil. Mais in fine, oui, je suis complètement d'accord avec ce pont. C'est-à-dire qu'on adresse autant des secteurs FS qui sont les clients historiques des Big Four, c'est-à-dire en gros les banques, assureurs, etc. Et que ces acteurs crypto-natifs qui ont des besoins assez forts. Et c'est là où le Big Four, c'est peut-être pas on va dire l'entité la plus sexy, mais c'est indispensable pour une industrie dans la mesure où ça aide à faire la montée en conformité, d'aller voir le régulateur, dire qu'il y a un Big Four derrière qui a bossé. Exactement, donner du confort. Pour aller du coup un petit peu plus loin, là vous nous avez expliqué, vous nous avez introduit comment vous travaillez. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, parce que bon, vu de l'extérieur, il n'y a rien qui ressemble plus à un Big Four qu'un autre Big Four. Est-ce que vous avez, voilà, en gros, deux questions très simples. Quels sont un peu vos types, enfin, qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres sur ce sujet, et qu'est-ce que représente la crypto aujourd'hui pour les Big Four, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous? Alors moi je peux parler pour ma maison, je sais, donc on verra peut-être au fil de l'eau les différences qu'on peut avoir. Donc nous déjà on a commencé assez tôt sur le sujet. Donc nous au sein de la finance quantitative on s'est intéressé à la thématique en fait en 2016. On a fait des premiers proof of concept sur l'utilisation de smart contracts pour la certification des comptes et pour les signataires pour pouvoir les faire tourner de manière automatique. On a fait un certain nombre de proof of concept tout au fil de l'eau. On est parti plus de l'aspect vraiment technique. On a été après assez rapidement auditeur de Kraken aux États-Unis. On l'est plus aujourd'hui. Et donc en fait on s'est développé par notre intérêt finalement technique du sous-jacent. Et je pense que c'est un peu ce qui nous différencie aussi parfois de nos concurrents, c'est qu'on a vraiment une étiquette chez Forbis Mazars de technicien, que ce soit sur l'aspect comptable, que ce soit sur l'aspect finance quantitative. On a une équipe de R&D en interne qui travaille d'arrache-pied sur les thématiques IA, sur les thématiques Web3. Et donc on part toujours du sous-jacent technique pour déployer finalement nos ressources sur l'aspect financier, comptable, modélisation, etc. Et donc ensuite, une fois qu'on s'est développé sur le sous-jacent technique, aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de créer cette grande transversale entre tous nos métiers. Donc il y a évidemment la cybersécurité, il y a évidemment l'audit, il y a évidemment la compta, il y a aussi du compte, les banques d'investissement qui se posent la question, est-ce que une option sur Bitcoin, est-ce qu'un dérivé structuré sur Bitcoin se price de la même manière qu'une option sur equity? Quels sont les différents traitements prudentiels qui sont en train de se mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire comme lobbying pour avoir un traitement en termes de capitaux propres qui n'est pas punitif pour pouvoir développer ce business. Donc en fait aujourd'hui c'est des thématiques qui touchent vraiment de manière transversale toutes les lignes de métier, et je pense que ça c'est un point commun qu'on a avec tous les bigs et les gros acteurs de la place, c'est qu'en fait on est capable d'adresser toutes les thématiques pour nos clients. On a l'expertise aujourd'hui et on peut les accompagner sur à la fois des sujets très techniques d'un point de vue crypto et des sujets que ce soit comptable, modélisation et autres. Donc en fait, moi je pense que nous chez Mazars, on a pris le sujet d'un point de vue encore une fois très technique et très R&D, ce qui nous caractérise et ce qui est un peu notre ADN, avant de passer sur l'aspect business. Tout ça pour aujourd'hui avoir une transversale, je pense, qui ressemble très fortement à l'ensemble des autres acteurs sur la place. C'est vrai qu'il y a une forme de convergence. À fur et à mesure que le business mature, que les banques y vont, etc., on va tous converger sur la même offre de service, mais on n'a pas forcément la même histoire. Donc nous, on est une équipe qui vient de... Il y a une filiation avec Blockchain Partner, qui est historiquement d'ailleurs plus une boîte de dev qu'une boîte de conseil. Donc, je veux dire, on arrive dans la crypto souvent par ce sous-jacent technique où il y avait des développeurs qui nous parlaient déjà de ZKP en 2018, etc. Et peu à peu, quand on arrive chez un KPMG ou un Big Four, on est moins une boîte de dev, entre guillemets, mais on garde une expertise technique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a par exemple des clients en FS qui demandent des revues de smart contracts. Typiquement, c'est ce qu'un Big Four ne faisait pas il y a 10 ans, c'était impossible de le faire ou impensable, de se dire maintenant il faut attirer ce type aussi d'individus. Il y a un point aussi people pour toujours garder ce sous-jacent technique. Alors soit on arrive par de la strat et après on redescend dans l'opérationnel
comment on met en œuvre une stratégie crypto quand on est une banque, ou à l'inverse, c'est on rentre par un sous-jacent et par une question technique pour derrière remonter la chaîne de valeur jusqu'à faire du conseil. Et donc c'est pour ça qu'on est tous convergents. Après, on a une histoire différente. Nous, il y a aussi une particularité, c'est qu'on assume un discours, on va dire, très... ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas de conviction, mais de participer dans le débat public sur des aspects réglementaires, d'être très critique parfois de la réglementation, ce qui fait qu'on a tous des relations, on en parlera tout à l'heure, conflictuelles parfois avec le risk management. Mais en fait, on a un intérêt, nous, Big Four aussi, à peser dans le débat public pour avoir quelque chose de plus favorable. Parce que si on a une réglementation trop dure, en fait, il n'y a pas de business et ce serait dommage de ne pas avoir un secteur, on va dire, florissant en France. Alors, pour éviter de paraphraser, parce qu'effectivement, je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de choses, sur la transversalité notamment. Et pour reprendre un peu de hauteur, parce que c'est vrai que tu nous parlais de la structuration des Big Four, etc. C'est vrai qu'en reprenant de la hauteur, quand même, il faut l'admettre, on est des gouttes d'eau dans nos cabinets, parce qu'effectivement, la blockchain, c'est un tout petit marché par rapport à ce qu'on représente au niveau français, au niveau européen, au niveau international, il faut le savoir. Mais c'est une expertise qu'on est obligé d'avoir, parce qu'en fait, justement, on est un Big Four, du coup, on doit avoir des expertises sur plein de domaines. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir un pôle d'expertise qui est nécessairement transverse. C'est-à-dire que nous, personnellement, on est né de l'audit, parce qu'en fait, c'est par là que ça s'est développé. C'est là où il y a eu la volonté justement d'aller chercher l'associé qui est Marilyn Ricard, qui avait monté à l'époque chez PwC la practice, et de développer notamment d'abord par l'audit, de se dire, OK, nos clients commencent à avoir de la crypto, il faut quand même qu'on sache comment l'auditer. On échange avec le global, avec les États-Unis, ok, très bien, mais c'est pas encore très bien formé. Il faut quand même qu'on développe la chose. Grâce à ça m'a permis aussi d'avoir mon diplôme d'expertise comptable sur ce sujet, mais ça c'était une pierre de coups. Et ensuite, justement, on a développé par la suite avec le reste, avec justement la partie conseil, la partie tax and legal, etc. Nous, vraiment aussi, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Stanislas, aussi l'ADN qu'on essaie de garder, c'est que quand on vient chercher un Big Four, c'est souvent pour, je le disais tout à l'heure, se donner du confort, aller chercher du confort pour le régulateur, pour des parties prenantes, pour nos futurs investisseurs, etc. Et on a vraiment essayé de garder cette marque de fabrique, cet ADN. C'est pour ça qu'on vient pour des revues de smart contract aujourd'hui qu'on a développées, pour des revues fonctionnelles et techniques, pour donner du confort pour une future levée de fonds, pour le régulateur, avec des cérémonies des clés, etc. On garde toujours cet ADN de se dire on est indépendant, on est là pour donner un avis externe, pour vous aider, soit vous développer dans votre écosystème Web3, soit vous aider à vous développer dans le Web3. Je ne vais pas vous demander de répondre, mais vous confirmez, KPMG Mazars, que, comme Jérémy l'a dit, ça reste quelque chose qui, en termes d'importance, est faible, même si c'est une expertise importante. Tu nous as pas demandé de répondre, mais aujourd'hui, quand on regarde le nombre de personnes qui sont dans ces practices, on est entre 5 et 15. Hein, donc c'est à l'échelle de cabinets qui sont 10 000, 20 000 personnes en France, c'est bien peu de choses. Mais quand même qu'il y a un gros poids médiatique, parce que la crypto a une part à part. C'est sexy et c'est une expertise très pointue. Je vous propose peut-être de passer au deuxième sujet, qui est plus sur les enjeux réglementaires et de compliance, avec une promesse, ne pas parler de Mika, parce que je pense que tout le monde a eu sa dose létale sur le sujet. On va peut-être commencer par toi, Alexandre. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui, donc du coup, des enjeux réglementaires auxquels répondre, que vous traitez avec vos clients, et peut-être insister, tu l'as mentionné là sur les ratios prudentiaux prohibitifs pour les banques, les enjeux prudentiels et les enjeux pour les banques et les assurances. Ouais, merci. Alors effectivement, moi, là, c'est plus ma casquette de finance quantitative que je mets là. Donc il y a eu finalement une réglementation qui s'est passée en deux temps. Donc d'abord un traitement, disons, transitoire qui... en fait, je ne sais pas si déjà tout le monde est clair sur la manière dont se fait la réglementation au niveau assurantiel et bancaire. Donc il y a déjà un comité qu'on appelle le comité de Bâle qui donne des guidelines au niveau international. Il n'y a pas de juridiction internationale, donc ces guidelines sont transposées en loi dans les juridictions locales. Nous sommes en Europe, donc c'est le tripartite Conseil européen, Commission et Parlement qui finalement transpose ces lois dans la juridiction européenne et peut déléguer certains éléments à des entités disons spécialisées, donc l'EBA, donc European Banking Authority pour les banques, et le EIOPA pour les assureurs. Et donc aujourd'hui, il y a un traitement qui est transitoire qui est mis en place, mais il y a des consultations qui ont été demandées auprès de ces institutions spécialisées pour savoir finalement comment traiter le risque
de ces actifs pour les institutions telles que les assurances ou les banques. Donc l'EBA a émis un Regulatory Technical Standard, RTS, qui détaille le traitement prudentiel des cryptoactifs pour les institutions de crédit en Europe. Et il y a quand même des éléments assez notoires et des enjeux assez importants justement pour driver cette adoption et pour qu'après, derrière, les institutions financières puissent aller sur ce terrain de jeu de manière claire et non prohibitive. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les clients bancaires aujourd'hui, de ce que je perçois, traitent plusieurs types de dérivés, des repos, avec des contreparties type fonds d'investissement, hedge fund, etc. Ces repos aujourd'hui sont traités quand même de manière assez punitive dans les textes qui sont proposés. Donc avec des haircuts très importants sur le collatéral. Un repo, c'est un prêt de cash. Donc en fait, on met en collatéral un actif, par exemple un ETF Bitcoin, et en contrepartie, on me donne du cash sur une durée assez court terme. Le traitement de cette transaction est assez punitive dans ce texte-là, et donc l'industrie est en train de faire du lobbying pour que ce soit moins prohibitif en termes de capital, qu'il y ait moins de capitaux propres à immobiliser en face de ce risque. Et il y a aussi un élément notoire qui est, aujourd'hui, il n'y a pas de porte ouverte, ou en tout cas de clarification du traitement en modèle interne de ce type de transaction, notamment sur l'aspect marché. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des éléments qui sont traités en formule standard, alors que finalement le risque porté par ce type de transaction est quand même assez important. Donc c'est assez singulier pour être souligné. Et pareil, certaines banques qui vont continuer à utiliser du modèle interne après BAL 4 vont devoir traiter ce type de transaction dans leur modèle interne. Et aujourd'hui, l'EBA n'a pas répondu à cette question, en tout cas pose la question ouvertement dans la consultation, est-ce qu'il y aura besoin d'avoir des guidelines sur la partie modèle interne. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est en train de se structurer. Il y a des vraies questions qui sont importantes pour la place, notamment pour les banques d'investissement. Ils sont en train de faire du lobbying sur le sujet. Et qu'en fait, les banques d'investissement sont un levier d'adoption aussi pour les investisseurs institutionnels. Et notamment les assureurs, comme je le disais, aujourd'hui, ça reste epsilonesque, leur proportion dans ce marché-là. Or, je pense que leur rôle est très très important dans l'adoption institutionnelle, en tout cas sur la partie FS. Et là, pareil, il y a eu un technical advice qui a été publié il y a une semaine sur le traitement prudentiel des cryptoactifs auprès des assureurs. Et donc il y avait plusieurs options qui étaient proposées par la commission, dont des traitements très punitifs. Et c'est des traitements très punitifs qui ont été proposés par le IOPA, donc un stress test de 100% sur le sous-jacent. Donc ça veut dire qu'en fait, vous devez calculer vos capitaux propres en supposant que votre crypto vaut 0. Donc c'est quand même. J'ai une question peut-être pour ceux qui sont pas totalement à l'aise avec ces notions. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret? Genre aujourd'hui, les cryptos en termes de taux de risque et en termes de ratios prudentiaux, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à de la junk bond triple B-? Enfin, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est en fait c'est pire que ça. Je parle uniquement en termes de risque, évidemment. Non, c'est totalement le futur. C'est même pas du junk bond, on considère que ça va c'est du défaut puisque le risk weight il est de 100% de l'exposition. Donc en fait, c'est vraiment traité de manière très 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 punitive aujourd'hui. Et donc en fait, l'industrie se bat contre ça. Mais ça mérite de clarifier en fait. Et donc je pense qu'il y a un besoin de clarification qui est en train de se mettre en place et un besoin aussi de mieux comprendre le risque inhérent à ce sous-jacent pour que l'industrie bancaire et assurantielle puisse le traiter avec un niveau de risque proportionné. Aujourd'hui, sur certains types d'equity, on a quand même des risques qui sont très élevés. L'equity est traité de manière beaucoup moins punitive. Donc il y a aussi un choix, disons, politique et qui est très important pour l'industrie qui est en train de se mettre en place. Et donc qui sera un vecteur, je pense, d'adoption, on en parlait tout à l'heure, pour l'industrie FS, assez important. Parce qu'aujourd'hui, les banques d'investissement font ce type de transactions dérivées pour des fonds spéculatifs. Le jour où ça sera pour des assureurs, on aura quand même passé, je pense, un cran dans l'adoption. Et donc, tout un tas de problématiques vont se poser derrière. Moi, encore une fois, j'ai ma casquette de modélisateur, mais sur l'aspect traitement dans les modèles ALM, traitement dans la valorisation de ces actifs et gestion, disons, du capital risque immobilisé au titre de ces transactions. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou passer à d'autres très rapidement, parce que moi, c'est pas tellement mon sujet. Je suis pas aussi expert qu'Alexandre sur le prudentiel. Vous dire qu'aujourd'hui, on traite le Bitcoin comme le Trumpcoin ou le Dogecoin.
Et c'est là où il y a du travail à faire pour expliquer de la pédagogie et du lobbying, pour expliquer non, Bitcoin 1300, enfin ça dépend de la volatilité des cours, mais 1300 milliards de market cap, quelque chose qui existe depuis 15 ans avec un sous-jacent, c'est pas le Trump coin, on peut pas le traiter de la même manière. Donc sur le ratio prudentiel, après vous dire quand même que ça n'empêche pas des banques de détail de vendre de la crypto à leurs clients, parce que cette histoire de ratio prudentiel, c'est quand on porte au bilan ses actifs, c'est là où il faut mettre en face, entre guillemets, du capital, etc. Donc typiquement, les banques qui vont offrir de la crypto à leurs clients, quand ils détiennent de la crypto pour le compte de tiers, ça ne rentre pas dans leur bilan. Donc ça n'empêchera pas l'adoption par le grand public. Par contre, ça va empêcher l'adoption. Typiquement, un produit comme l'assurance vie qui est assez répandu en France, aujourd'hui, c'est très difficile, voire quasi impossible. Enfin, réglementairement, on peut le faire, mais de mettre une dose, même fût-elle homéopathique, de Bitcoin dans l'assurance vie. Possible, mais compliqué. Donc il y a des barrières à lever de ce côté-là. Je rebondirai juste très rapidement parce que beaucoup de choses ont été déjà dites et je les rejoins. Et pour limite, pour reprendre un petit peu de hauteur, c'est effectivement des sujets qu'il faut qu'on court aujourd'hui, qu'on se batte pour, parce que ça va aider à l'adoption et notamment institutionnelle. Pour reprendre la hauteur et un peu faire un contre-exemple, on l'a vu là sur les 4 dernières années, on accompagnait nos clients au tout début avant que la réglementation type MiCA, etc. soit mise en place. Et certains clients étaient intéressés et nous disaient « Ok, très bien, c'est super. Maintenant, je vais attendre d'avoir une bonne régulation et d'avoir quelque chose, un cadre pour justement y aller et y aller proprement parce que justement, ils ont une activité, une vraie activité immobilière, etc. Ils ne sont pas intéressés par se développer via cette technologie. » Et depuis que là, il y a réellement un cadre qui est mis en place et des règles, on a senti là réellement qu'il y a quand même une accélération qui se fait. On sent des institutionnels qui s'y intéressent, qui reviennent nous voir, qui viennent nous voir, parce que là, ils se disent « Ok, je commence à avoir des règles, je sais comment jouer avec, et du coup, maintenant, j'ai envie de réellement de commencer. » Maintenant, effectivement, il y a des règles qui sont trop punitives ou qui ne sont pas adaptées, qui ont parfois été copiées-collées ou qui ont été exagérées pour des raisons X ou Y. Et c'est là où aujourd'hui il faut, entre guillemets, qu'on se batte ou qu'on défende les valeurs de comment avoir quelque chose de juste pour justement aider à une adoption cohérente, entre guillemets. Voilà. Merci. Peut-être sur d'autres risques d'autres risques réglementaires que vous identifiez chez vos clients. Est-ce que vous voulez dire un mot? Je vous laisse le choix entre 2 cartes. La première carte, c'est les stablecoins, et la deuxième, c'est la travel rule. Je prends la carte stablecoin. Plus simple. Oui, MiCA, c'est paradoxal parce que l'idée de créer un cadre et de la clarté, de définir ce qu'est un cryptoactif, de dire voilà, pour être intermédiaire, il faut faire ça, c'est hyper intéressant. Ça apporte de la clarté même pour des investisseurs. Mais après, la question, c'est en mettant des règles avant l'usage, est-ce qu'on tape pas trop dur et est-ce qu'on va pas trop loin? Typiquement sur les stablecoins, si on refait un peu d'histoire et d'archéologie, la réponse de MiCA sur les stablecoins, ça se fonde sur l'arrivée de Libra et des fameuses monnaies privées de Facebook. Ce qui fait qu'ils ont été hyper restrictifs avec un droit de vie ou de mort de la BCE, poser la question de ce qu'on appelle les stablecoins significant ou pas, et donc d'avoir sur le collatéral, parce que tout n'est pas du cash, c'est aussi des fameux bons du trésor à courte maturité, etc., d'être très dur et quelque part de casser le business model des stablecoins. Donc avec un mauvais exemple en tête, le régulateur a tapé fort, et aujourd'hui on voit qu'on a besoin de stablecoins quand un Scott Bessent, secrétaire du Trésor américain, explique qu'il veut parachever l'hégémonie du dollar, y compris sur des Ryan Chain, et ils utiliseront, je cite, les stablecoins pour ça. Quelle est la réponse européenne? L'euro numérique retail, dont personne ne veut, et dont on peine à voir quelle est l'utilité in fine. Donc si vous voulez, sur un MiCA, on voit que c'est autant intéressant que finalement un frein pour l'Europe au moment même où ça accélère et ça dérégule, ou alors ça clarifie aux États-Unis. Donc, et après il y a d'autres exemples, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur le staking, j'adorerais que, et c'est pour ça qu'il y a des assauts de place type Ladan qui fait le job, de dire de staking non custodial, bah non, on ne va pas réguler ça comme un intermédiaire financier et ça permettra de garder des kilns et autres acteurs de ce style en Europe parce qu'on en a besoin et c'est de vraies fiertés. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait évoquer, mais il y a des points où MiCA a été un peu mal conçu et je pense que là, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut modifier MiCA et peser de toutes nos forces en ce sens. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Juste qu'on peut faire ta réponse en extension sur la travel rule, globalement. Ok. Très clair. Peut-être je vous propose de passer à la dernière partie, qui est plus du coup sur votre retour d'expérience à la fois sur les missions de conseil et d'audit. Comment le formuler
est-ce que vous pourriez nous expliquer, du coup, on a bien compris qu'il y avait deux types d'acteurs. Il y avait des acteurs pure player crypto, donc on va dire les boîtes crypto, et vous travaillez également avec, en tant que Big Four, vous travaillez également avec toute la finance, enfin alors j'ai horreur de ce terme, mais qu'on appelle la finance traditionnelle quand on est du côté des pure players. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous expliquer un peu les différents types de missions, les différentes manières de travailler, comment vous les adaptez avec ces deux acteurs? En partant du principe que vous êtes vous-même des gros acteurs d'ailleurs. Peut-être, oui, tu peux commencer, Jérémy. Oui, bien sûr. En fait, on garde la même structure traditionnelle. Du coup, on reste un cabinet conseil d'un côté, audit de l'autre et tax and legal. On garde cette structure-là, c'est un peu ce qu'on énonçait au début, où la structure reste la même, la typologie de mission, entre guillemets, reste les mêmes. On va faire du conseil, on va aider à définir une stratégie, on va aider à mettre en place une activité, à gérer un projet. Là, c'est pour du conseil. On va aider sur des aspects réglementaires, d'accompagnement juridique, etc. Ça, sur le tax and legal. Et on va auditer des comptes, on va réaliser des missions, on va donner du confort à des acteurs, comme je le disais tout à l'heure. Et là, ce sera plus dans de l'audit. La différence, c'est que là, on parle d'autre chose qui s'appelle de la blockchain, une technologie différente que justement pas grand monde ne maîtrise ou ne maîtrise parfaitement. On en parlait tout à l'heure. Pour être expert blockchain dans un cabinet comme le nôtre, il ne faut pas juste savoir ce que c'est que le Bitcoin et en parler. Il faut aussi savoir comment l'utiliser. Il faut savoir comment un acteur, qui soit traditionnel ou pure player, comment il peut l'utiliser. Alors le pure player le sait déjà. C'est justement là où on ne va pas apporter cette expertise-là pour un pure player parce que ça n'a aucun intérêt. Je ne pense pas qu'il y a un intérêt qu'on aille voir un Comet, un Coinbase, un Binance en leur expliquant quelle stratégie blockchain ils doivent mettre en place. Je pense qu'on n'est pas légitime là-dessus. Par contre, là où on est légitime, c'est qu'on est des grosses firmes qui sont reconnues sur la place pour leur expertise sur des domaines justement plus, comme je disais, de confort, de réglementaire, etc. Et là, on peut les aider, ces pure players-là, à s'adapter à ce qui aujourd'hui leur est demandé, en bien ou en mal, et à se conforter pour justement échanger avec le régulateur, échanger avec leurs investisseurs, etc. sur ces sujets-là. C'est au moment-là où on intervient. On échange aussi beaucoup avec le régulateur sur justement les aider à comprendre cette technologie. Il y a des groupes de travail, etc. etc. C'est vraiment là-dessus pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a d'autres. J'ajoute juste une phrase là-dessus. Il y a aussi une grande partie d'acculturation en réalité. C'est que nous, on parle beaucoup à des interlocuteurs qui sont déjà en charge des sujets digital assets, crypto, whatever, comme on l'appelle. Mais le point de blocage encore chez beaucoup d'acteurs, c'est au niveau direction générale, où là, c'est des gens qui ont très peu de temps alloué au sujet. Et donc, quelque part, qu'en dira-t-on des cryptos, c'est encore de temps en temps blanchiment, l'environnement, etc. Ce qui bloque un peu. Donc, il y a encore ce sujet de trouver le bon angle pour essayer de parler à ces directions générales, même si tout à l'heure, en filigrane, on parlait de politique, de Trump, etc. Même si ce côté, on va dire, très carnassier américain réveille un peu quelle est la réponse européenne. Donc, d'arriver à un plan macro-politique qui est plus le niveau de discours, d'ailleurs, d'une direction générale, plutôt que de dire comment je vais vendre du Bitcoin à mes clients. Est-ce que je fais du M&A, etc. Eux, ils n'en sont pas encore là. Donc il y a ce sujet-là. Et après, il y a quand même de faire un peu d'acculturation, mais même technique auprès de secteurs financiers. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on a des problèmes de confidentialité sur on-chain, où on va dire une grosse conviction sur les blockchains publiques, pas de débat là-dessus, mais comment on fait de la confidentialité? Donc là, c'est même de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire d'aller voir ce que fait un Zama, de faire des tests avec leur FHEVM, de voir où on en est, etc., d'essayer de montrer comment on peut faire la confidentialité, tout en gardant de l'auditabilité. Donc il y a aussi ces sujets-là où Big Four, pas très sexy, mais en fait, on arrive quand même à traiter et à porter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire de faire en sorte que le secteur bancaire ou même assurantiel français prenne ce sujet à bras-le-corps. Et peut-être Alexandre, je vais te laisser poursuivre, mais est-ce que tu peux aborder également la partie audit? Parce qu'on parle beaucoup de conseils, mais comment on est commissaire aux comptes d'un pure player et d'un institutionnel qui va du coup devoir traiter dans ses comptes de la crypto par exemple? Ouais. Alors j'y reviendrai dans un second, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Nous, juste en termes de typologie de mission de conseil et de demande client, on a des demandes du régulateur. Donc on a eu des demandes de la Commission européenne, on a des demandes de la BIS qui nous arrivent. Et donc en fait c'est assez logique puisque dans un business européen, sur le FS, ça commence toujours par l'aspect réglementaire. C'est l'opposé de ce qui peut se passer ailleurs, mais on a toujours une réglementation qui est en avance de phase sur le business. Donc les premières demandes et les plus massives qu'on a, c'est de la part des régulateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a des demandes en advisory de la part de pure players, savoir
où est-ce qu'ils doivent s'installer d'un point de vue taxe, d'un point de vue legal. On a eu le cas par exemple de quelqu'un qui veut faire une plateforme de vente de dérivés exotiques sur cryptoactifs. Il nous pose la question évidemment du développer ses librairies de pricing, et donc ça on est très content de l'accompagner là-dessus, mais il pose aussi des questions en amont, de se dire mais en fait c'est quoi mon setup tax, c'est quoi mon setup legal, est-ce que je dois aller à Singapour pour avoir une licence auprès de la masse, est-ce que je dois être plutôt en Europe, qu'est-ce qui est possible de faire si je vends des produits exotiques auprès des retail en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc en fait on a des questions qui sont assez stratégiques et puis après qui sont très très techniques sur des thématiques, que ce soit du quant ou des thématiques legal et comptables. Et ensuite, on a des acteurs plus, disons, traditionnels qui, eux, comme tu le disais, en fait, regardent le sujet d'assez loin. Et donc, il y a je pense, une grosse étape encore d'acculturation auprès des directions financières, où, en fait, je pense que notre rôle à jouer aussi dans la perception du risque inhérent à ce business en interne. Parce que déjà, nous, en tant que cabinet, on porte aussi un risque réputationnel assez fort. Et donc, en interne, on doit aussi acculturer la firme au risque porté par la firme en fonction des différentes typologies de missions, mais aussi en externe. Savoir, est-ce que nos clients ont vraiment la bonne perception du risque, sachant que ce qu'ils voient dans les médias, c'est les hacks, etc. Alors que en fait, le risque de cybersécurité, il est présent partout. Sauf qu'il est peut-être un peu exacerbé sur ce sous-jacent. Et donc, nous, on a un vrai rôle à la fois en interne et en externe de donner à nos clients la bonne perception du risque porté sur ce business. Et donc le fait, comme je vous l'ai dit, d'avoir d'abord des sollicitations du régulateur, d'avoir des régulations qui se mettent en place, ça aide aussi à être plus pédagogue et à montrer qu'il y a un cadre quand même assez clair qui se met en place. On n'a pas trop parlé de MiCA, mais je pense que MiCA a été commenté en long, en large et en travers. Il y a les traitements prudentiels qui se mettent en place pour les banques, les assurances. Donc voilà, donc on voit que globalement, notre rôle, je pense, sur la partie advisory, il est assez varié, mais il va se porter sur, finalement, je pense, l'acculturation au risque qui est vraiment portée par ce business, qui, à mon avis, est très mal perçu à la fois en interne sur la typologie de mission qu'on peut faire, et on va venir à l'audit, et en externe par nos clients plutôt traditionnels, type CAC 40, où il y a effectivement des projets au sein de toutes les banques, il y a SG Forge, il y a Exarch, etc. Maintenant, est-ce que vraiment les directions générales veulent mettre les bouchées doubles sur le sujet ? Effectivement, moi je partage, c'est pas le sentiment. Je pense que le risque aujourd'hui par rapport au reward qui est perçu par les directions générales, notamment des banques, il est peut-être pas bon. En tout cas, il n'est pas en faveur d'un développement assez massif sur le sujet. Et donc sur la partie audit, en fait, nos firmes portent un risque quand même assez important, plus qu'en advisory en général. Risque pénal d'abord pour le signataire. Et donc il y a un besoin. Je pense que si ça marche. Il y a un besoin d'avoir finalement des clarifications aussi des positions de place sur des traitements comptables, où aujourd'hui, nous, en interne, nos équipes normes nous indiquent qu'il y a quand même des zones assez floues, donc des positions fortes qui doivent être prises par le cabinet. Et donc, en fonction de l'appétit des associés audit, il y a, disons, une vision hétérogène justement du risque porté par la firme et de la volonté d'aller vraiment sur ce business et d'accompagner nos clients. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait des choix. Hein. Je mentionnais le fait qu'on a été auditeur de Kraken et qu'on ne l'est plus. Aujourd'hui, on a un processus d'acceptance qui était assez lourd, donc on aide et on veut vraiment aussi se positionner sur ce business sur la partie audit. Néanmoins, c'est aujourd'hui quelque chose qui en interne est très très et je pense assez mal perçu et nécessite beaucoup de pédagogie, beaucoup de process pour pouvoir arriver au bout. Et donc nous aujourd'hui, on a les méthodologies qui permettent d'accompagner nos clients sur ces thématiques-là. On aide sur la partie outsourcing, mais sur la partie audit, aujourd'hui, on reste, je pense, assez frileux en interne. Et donc, on a encore un travail de pédagogie à faire. Et je pense que dans les mois à venir, en tout cas d'un point de vue Forvis Mazars, on aura un peu moins de contraintes sur ces thématiques-là au vu justement des éléments réglementaires qui quand même confortent le fait que c'est un sous-jacent qui n'est pas énormément plus risqué que de l'equity. Vous voulez ajouter quelque chose sur la partie risque management ? Oui, effectivement. Si tu as commencé à ouvrir la chose, effectivement, le risk management, alors pour qu'on comprenne bien, nous, on est des grosses firmes, du coup, il faut bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire, tiens, maintenant, on va faire ça, parce que nous aussi, on encourt des risques de réputation, des risques derrière, si la mission se passe mal, etc. Nous, je pense, une grosse partie de notre travail est aussi d'échanger en interne et d'acculturer nous-mêmes notre firme pour comprendre ce qu'est la technologie, quels sont les risques,
et d'échanger justement avec notre risk management pour être sûr justement de couvrir bien ces risques-là. C'est une grosse partie au début, dès lors qu'on veut réaliser une mission, répondre à un appel d'offres, aider un client, on échange toujours avec eux. Et ça a été une des grosses parties qu'on a eues quand on a monté la team. On a acculturé cette équipe-là, on les a mises dans les boucles de tour, on leur a expliqué énormément. Au début, ils étaient extrêmement frileux. Aujourd'hui, c'est eux qui en redemandent limite pour comprendre encore plus. Après, nous, de notre côté, tu parlais de l'audit qui était frileux. Nous, de notre côté, c'était un peu l'inverse. Alors, dans le bon sens, hein, j'entends bien. Je suis arrivé, je crois qu'on était déjà auditeur nous de Coinbase. On allait après être auditeur du Circle, du coup ça venait même déjà des États-Unis de notre côté. Et nous justement, et on était aussi à cette époque-là, on venait d'être auditeur des GeForge. Nous on l'a pris à bras levés en se disant ok c'est là, justement c'est pour ça que nous en fait, l'équipe chez nous a commencé à se développer. Ça arrive, c'est là. Ça doit être là. On ne peut pas dire non. On ne peut pas toujours dire non. Nos clients vont en avoir. Comment on fait maintenant pour couvrir ça? On est obligé de le faire. Et c'est là, justement, on avait creusé la chose. C'est aussi ça qui m'a permis d'avoir mon diplôme d'expertise comptable, comme je le disais la dernière fois. Du coup, grosse difficulté pour nous avec le risk management, mais en même temps, c'est nos cartes qu'on a en main pour justement jouer à faire de la blockchain dans un Big Four. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Stanislas? J'allais dire une platitude terrible en disant que tu peux dire une platitude de fin. Mais je peux dire une platitude de fin, c'est qu'un Big Four c'est un sujet réputationnel. C'est pour ça que le risk management est dur, c'est que tout tient sur la réputation. Il suffit de sortir, j'en sais rien, un rapport de smart contract et derrière qui aboutit au hack de Bybit. Là, c'est compliqué. Oui, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'on vient chez vous d'ailleurs. C'est une fausse question. C'est une fausse question de fin d'ailleurs. La signature.